Okay. Merci aux organisateurs pour me laisser la parole. C'est la première fois que je viens. Je suis assez impressionné, mais en tout cas, c'est un très bel événement. Et donc, je vais essayer en 20 minutes de vous parler à la fois de géopolitique, de souveraineté, de HPC, de quantique et d'IA. Beau programme. Beau programme. Alors, on va un peu commencer par un peu de géopolitique et on va rester un peu dans le domaine de la géopolitique au niveau des semi-conducteurs. En fait, depuis, vous êtes maintenant au fait de cette course entre la Chine et les États-Unis, le nouveau Moonshot, le nouvel Apollo, qui est les grosses machines de calcul, et même le quantique. Mais ça a démarré depuis très très longtemps, même depuis l'époque de Bush. Chaque année, le président des États-Unis reçoit sur son bureau un rapport exécutif sur l'état de compétition entre les États-Unis et autrefois la Russie et maintenant la Chine, avec à chaque fois des mises en avant pour booster les investissements technologiques. Ça a vraiment accéléré avec Obama et les premières tensions sur fond de cyberattaques et d'interventions chinoises en mer de Chine, qui fait qu'il a fallu effectivement commencer à limiter les ardeurs chinoises sur les technologies. Ça a été vraiment mis en exergue sous la présence de Trump. Donc à ce moment-là, effectivement, il y avait un déséquilibre économique très fort entre la Chine et les États-Unis, beaucoup de problèmes au niveau du Covid-19 aussi. Vous vous souvenez à l'époque, le président Trump accusait la Chine de plein de mots en tout cas. Et surtout la montée de l'IA. Donc la montée de l'IA, ça a été le phénomène annonciateur de cette grande guerre entre la Chine et les États-Unis au point de vue technologique. Donc les États-Unis ayant très peur effectivement de la montée en gamme de la Chine. Et là, je vous ai mis quelques exemples de une de presse à l'époque, et même il y a encore pas très longtemps. Et il ne faut pas penser que c'est échangé. Sous Biden, en fait, les tensions géopolitiques autour de Taïwan et toujours cette lutte vers l'IA et les infrastructures de calcul font que ça continue encore de plus belle. Donc vous connaissez peut-être ce livre de Chris Miller qui s'appelle Chip Wars. Effectivement, il montre comment la data est devenue le nouvel or noir et comment, après avoir entre guillemets, défait la Russie, les États-Unis ont un nouvel opposant technologique qui s'appelle la Chine, et comment effectivement les microprocesseurs sont devenus l'enjeu de demain dans cette guerre technologique. Donc, quels sont quelques exemples de mesures de rétorsion, on va dire, que les Américains ont appliquées sur les Chinois. Donc, à l'époque de Trump, il y a eu déjà des premières limitations d'export de technologie, notamment, ou d'import de technologie, notamment ZTE et Huawei et plein d'autres technologies dans le monde des télécommunications. Ça a continué, et ça s'est même amplifié sous Biden. Donc il y a toujours une constance dans la diplomatie américaine d'un point de vue guerre technologique. Vous avez pu voir aussi qu'il y a eu des restrictions d'export, cette fois-ci technologie américaine, vers la Chine. Donc typiquement les GPU Nvidia, mais aussi AMD, Intel et les CPU maintenant sont limités en puissance. Donc ça fait qu'on voit arriver par exemple des versions un peu édulcorées des GPU Nvidia sur le marché chinois qui sont faites pour limiter un seuil de puissance. Ça a aussi comme conséquence le fait qu'il y a des procès parce que la Chine arrive toujours à importer par des pays tiers des technologies américaines. Et donc là, c'est Dell qui s'est fait Supermicro qui sont fait attraper il n'y a pas très longtemps par la patrouille. Et ça a aussi une autre conséquence, c'est que, j'en ai pas parlé là, mais la Chine est le principal développeur technologique maintenant du consortium RISC-V, qui est un standard de processeur ouvert pour effectivement vraiment développer plutôt leur capacité interne, parce qu'il est force de constater que les ardeurs chinoises ont été très fortement freinées par ces embargos américains. Alors ce que j'ai mis en rouge, c'est important, c'est que ça a quand même aussi des effets de bord, c'est-à-dire que par exemple certains pays du Middle East qui soutenaient indirectement la Chine, ou la Chine s'approvisionnait chez eux, ou avait des partenariats avec eux, sont aussi mis sur le banc maintenant par les États-Unis. Donc ce qui est en rouge pour le Middle East peut être aussi valable un jour pour l'Europe. Ça, c'est le fil conducteur de ma présentation. Après, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, aussi au niveau des États-Unis, il y a eu au niveau des microprocesseurs énormément d'investissements qui ont été faits par le biais du CHIPS Act, qui a été voté par Biden. Donc, et même sous Trump à l'époque, ça a même déjà commencé. Donc la première chose qui a été assez visible, c'est que TSMC, donc TSMC, c'est le leader mondial de la fonderie, c'est lui qui font à peu près les 2 tiers aux 3/4 des processeurs et des GPU dans le monde. TSMC a installé pour la première fois une usine hors Taïwan, et donc ça a été aux États-Unis. Donc ça, c'est le président Trump qui a fait ça en Arizona, avec l'idée que si un jour ça pète entre la Chine et Taïwan, cette usine sera nationalisée. Il y a donc ce CHIPS Act aussi pas mal d'aide aussi pour les développeurs de mémoire comme Samsung, mais aussi pour la propre technologie américaine, donc Intel. Et donc vous voyez, c'est 25 à 50 projets.
et ça représente quand même 220 milliards de dollars d'aide, donc un montant assez conséquent pour développer des capacités propres aux États-Unis et faire venir des technologies externes sur le sol américain. Au niveau européen, il y a eu, donc je vous en parlerai en 2019, une création d'EuroHPC, qui est une infrastructure souveraine européenne, dont je vous parlerai un peu plus après. Et il y a aussi, à l'instar de ce qui s'est fait aux États-Unis, la création du CHIPS Act plus récemment en 2023 sur la microélectronique. Donc c'est 43 milliards d'investissements européens sur 3 piliers, les chips, la sécurité de la supply chain et la gestion de crise. Donc vous avez les grands thèmes de ce qui est dit. L'idée, c'est de soutenir aussi les champions européens du chip, voire même de tout l'écosystème. Il faut voir qu'en Europe, on a le champion du monde qui s'appelle ASML, des machines qui permettent de fondre et de faire de la lithographie. Donc il est basé aux Pays-Bas. On a aussi des sociétés qui font de la microélectronique comme NXP, comme ARM, il ne faut pas l'oublier, encore, qui est toujours encore un petit peu européen, même s'il y a beaucoup de fonds japonais dedans. Et ST Micro, bien sûr, franco-italien, et Cypher, dont je vous parlerai aussi aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de passer d'une empreinte qui est actuellement de 8% des chips fabriqués dans le monde à 20%. Donc c'est très ambitieux à horizon 2030. Et ça a aussi donné lieu à des implantations de fab en Europe, donc Intel notamment, mais aussi TSMC vont s'installer en Allemagne. Donc ça, c'est assez important d'avoir nos propres capacités de fonderie en Europe. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc quand Intel s'installe en Allemagne, il ne va pas faire fondre que du processeur Intel, il pourra aussi fondre du processeur européen. ST Micro et Global Foundry ont aussi annoncé en France des investissements, et idem en Italie. Donc il y a aussi en Europe un développement de fab pour être autonome si un jour, au niveau Taïwan, ça commençait à se passer mal. Et on n'est pas non plus en reste sur le développement des technologies processeurs. Donc il y a un projet sur lequel nous sommes partenaires, notamment avec d'autres, comme le CEA ou comme Atos, sur le développement d'un processeur européen. Donc ça, c'est quelque chose qui a été créé à l'initiative de la Commission européenne et d'EuroHPC. Et donc l'idée, c'est on ne va pas jusqu'à la fonderie, il sera fondu par TSMC, mais tout le design en amont est fait en Europe. Et donc on a notre propre processeur avec nos propres besoins. Un processeur qui est même auditable, donc ça c'est important pour la règle de sécurité. Il faut voir que dans les processeurs américains, il y a pas mal de backdoors qui permettent effectivement aux agences de pouvoir éventuellement regarder ce qu'elles veulent regarder. Ici, le processeur, il sera certifié par l'ANSI 100% auditable. Donc il est basé sur une base ARM. Donc ce projet s'appelle EPI, European Processor Initiative. Son rôle était de développer le concept et après de passer le bébé à une start-up qui s'appelle Cypher, qui elle va l'industrialiser. Donc cette start-up qui est d'origine française, qui est basée à Maison Lafitte, mais qui a aussi maintenant des bureaux en Allemagne, en Italie, en Espagne, elle développe une génération de processeurs ARM, dont le premier modèle s'appelle Raya 1. Bon, c'est pas très original. Mais ce processeur, qui est un processeur ARM à 72 cœurs, qui est au niveau performance dans les canons du marché, qui sera disponible l'an prochain, va équiper la première machine de forte puissance européenne qui sera basée en Allemagne. Et la deuxième génération, Raya 2, qui arrivera en 2026, elle équipera, on l'espère, la deuxième machine exascale de forte puissance que nous allons co-acheter avec EuroHPC et qui sera déployée en 2026-2027. Juste un petit mot de géopolitique, mais la guerre des chips, ce n'est pas qu'entre les pays, c'est aussi entre les compagnies. Donc, vous savez tous, sinon je ne sais pas où c'est que vous voulez, mais voilà, vous savez tous qu'NVIDIA est très dominant en ce moment, donc c'est quand même plus de 92% des ventes de GPU actuellement, drivées par le GenAI. Donc je vous ai mis la comparative du cours de bourse entre Apple et NVIDIA. Donc NVIDIA est en noir, et donc depuis hier, en fait, NVIDIA est devenue la première capitalisation mondiale avec plus de 3 trillions de dollars devant Amazon et Apple. Le GenAI percute beaucoup NVIDIA, puisque maintenant ils sont obligés de sortir tous les ans une génération de GPU, ce qu'ils font. Donc voilà, ils n'ont pas le choix. Il faut tenir le rythme technologique imposé par l'évolution du GenAI. Donc l'an dernier, on a eu Hopper. Cette année, on aura Blackwell, en début d'année prochaine, et après Rubin. Ça va très très vite. Et cette cadence, ils l'imposent à tous leurs concurrents, donc AMD et Intel, qui doivent un peu ramer pour suivre tout ça. Et nous aussi d'ailleurs. Alors il y a des alternatives à NVIDIA, même s'ils sont hégémoniques. Donc typiquement AMD, par exemple, on a des GPU AMD chez nous, et ça marche très bien. Il faut voir qu'un des principaux clients d'AMD, c'est Microsoft. Donc c'est un GPU qui marche très bien, notamment pour l'inférence, qui est le cœur du business. Et après, il y a quelques alternatives. Donc, vous connaissez peut-être Cerebras ou G-Rock. Voilà, ce sont des choses qui sont assez limitées si on les compare à NVIDIA et AMD en part de marché, mais il y a quand même des alternatives qui arrivent.
L'alternative et la guerre, elle va plutôt être avec les GAFA. C'est-à-dire que les GAFA, chaque année, ils lâchent des dizaines de milliards de dollars chez Nvidia. Et effectivement, ce qu'ils veulent, c'est déjà limiter les investissements et surtout maîtriser de bout en bout la chaîne et avoir une offre complètement verticalisée, un peu un modèle à l'Apple. Et donc, ce que font les GAFA depuis très longtemps, au moins, en tout cas, Google, Amazon et Microsoft, et même Meta aussi, hein, à moindre mesure, c'est qu'ils développent leur propre CPU, donc ça, c'est déjà fait, et aussi leur propre GPU, et ça, c'est en cours. Donc, le projet le plus avancé, c'est le TPU, donc le TPU de Google, qui est déjà à sa 6e génération. Bah, c'est une unité spécialisée pour de l'IA qui peut faire à la fois de l'apprentissage et aussi maintenant de l'inférence. Et donc, à l'avenir, ce qu'on pourrait imaginer, c'est cette guerre qui a commencé entre Nvidia et les GAFA, qui est un peu de la coopétition, c'est-à-dire qu'ils cèdent un petit peu, mais ils sont aussi en compétition. On peut imaginer qu'à la fin de la décennie, les GAFA auront développé leur propre technologie et donc se passeront des technologies d'NVIDIA. Mais si on veut en bénéficier, on sera obligé, dans un modèle fermé, d'aller chez eux. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et donc, soit effectivement, on continue à acheter des GPU chez NVIDIA et on espère qu'ils continuent à subsister, soit on développe aussi nos propres technologies souveraines pour s'affranchir du monopole des GAFA et de l'obligation d'aller calculer chez eux. Je crois qu'il faut que j'accélère un petit peu parce que je suis déjà à la moitié de mon temps. Donc GENCI, quelques mots sur le GENCI. Donc, on est un opérateur public qui a été créé par le ministère de la Recherche, le CEA, le CNRS, les universités et l'INRIA, avec la mission toute simple de donner accès aux chercheurs académiques ou industriels à des moyens de calcul et de stockage souverains. Voilà. Donc on est là pour vous accompagner sur vos besoins de recherche, on n'est pas là pour vous accompagner sur la partie business, mais plutôt sur la partie amont, il change tout seul, sur la partie amont, donc la partie R&D. Et donc, comme toute infrastructure de recherche, que ce soit des satellites, des télescopes ou des synchrotrons, et des supercalculateurs, l'accès est gratuit à nos moyens de calcul. Donc, que vous soyez académique ou industriel dans cette salle, vous pouvez bénéficier pour vos ans de recherche de l'accès à nos machines de calcul. Donc ça représente 1700 projets l'an dernier, je vais y aller. Donc sur ces 1700 projets, il faut voir que l'IA, donc depuis 2-3 ans, l'IA, ça représente plus de 1000 projets par an. Sur les 1700 globales qu'on adresse, en simulation, en IA, même en quantique, l'IA, c'est 60% de nos projets. Donc on a 3 data centers souverains et 3 machines différentes pour répondre à tous les besoins. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de machine magique qui adresse tous les besoins. Et donc en fonction de chaque centre, on a une machine un petit peu complémentaire. De gauche à droite, donc au CEA, au centre de calcul du CEA qui s'appelle le TGCC à Bruyères-le-Châtel, on a une machine qui a beaucoup de CPU. Donc son rôle, c'est faire de la simulation numérique et aussi du quantique, j'y viendrai un peu après. Cette machine, elle va beaucoup évoluer dans 2 ans, puisqu'avec OragePC, on va installer une machine de forte puissance qui aura entre 1 million de cœurs et 25 000 GPU à peu près. Voilà, donc c'est une machine qui va aussi faire de l'IA prochainement. Au milieu, donc une machine qui a la bannière AI for Humanity, donc France 2030. Donc c'est une machine qui adresse les besoins particulièrement en IA. Donc c'est sur cette machine Janzé qu'on a nos 1000 projets en IA par an. Donc c'est une machine qui actuellement est à autour de 4000 GPU, qui évolue à peu près chaque année. Donc on suit le rythme d'NVIDIA, on essaie de le suivre. Et après, à gauche, à Montpellier, on a une machine qui s'appelle Adastra. Donc cette machine, elle a des CPU et des GPU AMD. Donc elle est là pour faire de la simulation, mais aussi de l'IA. On n'a pas trop le temps de le couvrir, mais c'est des machines qui sont très éco-responsables. Donc c'est aussi, ce matin, j'ai entendu parler d'éco-responsabilité. Ce sont des machines qui sont à l'état de l'art au niveau du refroidissement et même au niveau de l'utilisation de la chaleur fatale pour chauffer des logements. Juste quelques mots sur le quantique, mais ce matin, vous en avez eu une bonne dose, et ça tombe bien. Mais GENCI est partenaire aussi avec le CEA l'INRIA d'une initiative qui s'appelle HQI, Friends Hybrid HPC Quantum Initiative. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition des machines quantiques qui, même si elles sont bruitées, on pense que c'est le moment de commencer à les mettre à disposition des chercheurs pour commencer à s'acculturer, commencer à essayer. Voilà, donc on a au TGCC, donc au CEA, une première machine qui est en cours d'installation, de la startup Pascal, donc qui fait des atomes froids, une machine de 100 qubits. On va annoncer prochainement une deuxième machine basée sur la photonique. On a aussi des environnements d'émulation, donc vous pouvez aussi travailler sur des émulateurs, donc pas sur des machines physiques, mais des émulateurs. Et on a aussi des travaux autour des liens entre QPU à QPU, donc ça a été un peu mentionné ce matin. On a une startup qui s'appelle WeLink, qui travaille sur les liens QPU à QPU et sur les mémoires quantiques. Donc là, vous voyez, en fait, si on parle de souveraineté, ça a été un peu dit ce matin par Alice et Bob, mais il y a 7-8 technologies quantiques dans le monde, et la France a la chance d'en maîtriser les 2/3 ou les 3/4. Donc c'est un virage qu'on ne peut pas rater, et donc c'est important pour l'État, que nous on représente ici, puisqu'on est une entité étatique, en tant que puissance publique, d'investir, de prendre le risque pour aider les startups et aider cet écosystème à mûrir.
Donc juste quelques mots, il y a aussi des preuves de concept. Donc vous êtes industriel, quoi. Il y a beaucoup d'industriels dans la salle. On a aussi, à côté du déploiement de machines, un programme d'accompagnement, notamment en Île-de-France, mais ça va être nationalisé. Et donc depuis déjà 2019-2020, on a des preuves de concept. Donc ça permet à un industriel qui se pose la question, qui se dit, voilà, moi, admettons EDF, j'ai envie de m'acculturer, j'ai envie, au-delà des mots, de tester un peu concrètement ce que ça peut être le quantique sur des preuves de concept. Et donc, on organise des séances de mythique avec les startups. Donc, si par exemple, quelqu'un dans la salle est intéressé pour travailler après ce qu'il a vu avec Alice et Bob, eh bien, on peut effectivement vous mettre en rapport avec eux, vous aider à construire un projet et le démontrer sur nos moyens de calcul. L'idée, c'est que ce POC, cette preuve de concept, elle est financée à 45% par la région Île-de-France. Et donc, c'est assez intéressant, à moindre coût, de commencer à mettre un billet sur la table et voir ce que ça donne. Parce que ça a été dit ce matin, quand ça va vraiment démarrer, ça va démarrer. Et donc, c'est intéressant d'être parmi les premiers à pouvoir tester et évaluer. Donc, vous avez plein d'exemples dans le domaine du machine learning, avec Alice et Bob et l'INRIA et Naval Group, mais aussi dans le domaine de l'optimisation, dans les problèmes notamment de smart cities, de smart grid, dans les domaines de drug design avec une startup qui s'appelle Qubit Pharma pour développer des médicaments, dans le domaine bancaire aussi, donc tout à l'heure il y a eu des gens de Cassib qui ont parlé, mais dans le domaine bancaire maintenant, l'analyse de risque, la détection de fraude, il y a déjà des pilotes qui ont commencé. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter et on peut essayer de mettre en place ce type d'acculturation. Je vous ai mis quelques exemples, je vais peut-être aller vite, ça bouge un petit peu. Ce qui bouge là, c'est un exemple en simulation numérique. Donc à l'époque du Covid-19, on a mis à disposition nos moyens de calcul de façon prioritaire pour les chercheurs. Et donc là, ce que vous avez vu, c'est une start-up parisienne qui s'appelle Qubit Pharma qui a développé in silico, le premier jumeau numérique d'une protéase du virus qui pénètre dans notre corps. Et donc la modéliser et comprendre son comportement, ça permet après derrière de développer des inhibiteurs. Après, ce qui bouge là-haut, qui est un peu sexy, c'est une première mondiale. C'est un jumeau numérique de moteur d'hélicoptère chez Safran, qui a tourné il y a 2 ans à peu près sur nos machines. Donc une simulation, c'est 1 mois de calcul sur une grosse machine. Le rêve d'un ingénieur motoriste chez Safran, c'est de modéliser le jour et de calculer la nuit. On en est un petit peu loin. Donc comment on va y arriver? On va y arriver en tournant sur des machines plus grosses, l'Exascale, je vais vous présenter après, mais aussi en hybridant avec de l'IA. Donc ça, c'est un enjeu majeur, hybridation, simulation, IA. Dernier point, Hugging Face, donc il y a 2 ans de ça, il n'y avait pas de modèle open source, il y avait GPT-3 qui sortait. Et donc, un des enjeux, ça a été de dire, est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table et de créer un modèle from scratch, ouvert, open source, multilingue, parce que GPT est très, très, très fortement entraîné avec des données anglaises. Et donc, ça a donné lieu à ce projet, donc Big Science, et après le modèle Bloom, qui a été entraîné sur nos moyens de calcul sur Jean Zé pendant 4 mois, sur plus de 400 GPU, et qui est encore un des modèles les plus ouverts au monde et un des plus transparents. Rapidement, si on parle de souveraineté, vous avez compris qu'on est sur la partie amont, la partie recherche. Il faut trouver une solution souveraine sur l'aval. Et donc l'idée, c'est qu'une fois que les gens ils ont entraîné des modèles chez nous, l'idée, c'est qu'ils n'aillent pas forcément tout le temps chez Amazon ou chez Google pour faire du business. Donc on s'est associé avec pas mal d'acteurs privés. C'est la première fois qu'on a ce type d'attelage public-privé pour créer un cloud souverain pour l'IA. Et donc l'idée, c'est que par le même cloud, en fonction de vos besoins, soit vous irez chez nous faire de la R&D, soit vous irez chez OVH Cloud, Carnot ou Atos, et on discute avec Scaleway et Outscale pour aller faire du business, mais dans le même cloud et de façon souveraine. Donc ça, c'est un projet qui s'appelle Cluster, qui va démarrer cette année, et sur lequel on ne sera jamais à la maille d'Amazon, c'est clair, mais on commence à amener une solution souveraine. Et demain, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire sur nos machines de calcul, même si elles sont très grosses. Modéliser un avion complet, on ne sait pas le faire. Développer, je vous ai mis GPT-4, mais ça peut être GPT-5 ou 6, ça aura besoin de grosses puissances de calcul, on le sait. Ingérer des données de grands instruments scientifiques, développer des jumeaux numériques du corps entier pour de la médecine personnalisée, on ne sait pas le faire. On a besoin de plus de puissance, et ça s'appelle l'Exascale. L'Exascale, on ne peut pas le faire tout seul, on doit le faire à plusieurs. C'est un moment important actuellement, on vient d'avoir les élections européennes, on est très profondément europhile à Gency, et on pense qu'on ne pourra jamais y arriver tout seul. Et donc ça, c'était ce qui a dirigé la création d'EuroHPC, donc une entité qui fédère 35 pays et la Commission européenne pour développer une infrastructure pan-européenne et développer toutes les technologies et les usages qui vont avec. Donc là, vous avez rapidement l'impact, mais vous avez déjà aux États-Unis des grosses machines de forte puissance qui sont disponibles. En Chine aussi, la première machine de forte puissance Exascale, elle a été chinoise, même si elle n'a pas été annoncée officiellement, il faut le savoir. Mais aux États-Unis, vous avez bientôt 3 machines de forte puissance qui arrivent. Avec EuroHPC, on a commencé à en développer, qui ne sont pas au même niveau encore que les machines américaines, en Italie, en Finlande et en Espagne. Mais l'an prochain arrive une machine qui s'appelle Jupiter,
Donc Jupiter, ça sera la première machine de forte puissance de classe exascale. Donc c'est une machine qui a été vendue par Eviden, une société française, Atos. Et donc cette machine, elle aura autour de 25 000 GPU NVIDIA. Donc 25 000 GPU NVIDIA, c'est ce que vous trouvez chez les GAFA. Donc vous voyez, quand les gens se regardent les chaussures en disant on a perdu la bataille, non, on ne l'a pas perdu. Il y a encore des infrastructures publiques qui permettent de vous donner accès, même gratuitement, à 25 000 GPU. Donc c'est pour ça que c'est important d'être à la maille européenne. Et donc pour nous, je parle aussi de ça, c'est que nous on est candidat à la deuxième machine de forte puissance européenne, donc dans un projet franco-hollandais qui s'appelle Jules Verne. Donc vous voyez, l'investissement c'est à peu près un demi-milliard d'euros pendant 5 ans. Donc ça couvre l'achat de la machine et aussi son opération. Donc cette machine, ses grandes caractéristiques, c'est qu'on va développer de la technologie souveraine européenne, donc le processeur européen, des réseaux, des applications européennes. On va aussi développer des nouveaux services autour du HPC, de l'IA, du quantique, du lien avec les grands instruments, de l'edge au cloud. Donc ça, c'est des nouveaux services qui ne sont pas présents actuellement chez EuroHPC et qu'on va amener. Et on est ouvert à des partenariats. Donc ce partenariat franco-hollandais, il n'est pas encore fermé. On cherche d'autres partenaires au niveau des pays. Et on cherche aussi des partenaires français. Donc on a discussion avec des partenaires académiques, mais aussi des industriels. Donc si vous êtes intéressé pour partager une aventure souveraine avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. On discute notamment avec des industriels comme Total. Donc moi, ce que je dis à Total, c'est qu'en 2025, on prépare le Total de 2030 sur des machines comme ça. C'est-à-dire qu'on fait de la R&D très exploratoire pour qu'en 2030, déjà, tout soit déjà prêt et validé chez eux et qu'ils puissent le tourner chez eux. Donc si, effectivement, dans vos entreprises, vous avez cet intérêt de faire de la simulation, de l'IA, du quantique, de vous approprier des technologies et de penser à plus long terme dès 2025, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vais terminer, je vous remercie, désolé pour le temps, c'était un peu parti. Merci beaucoup. Merci à vous.